depuis le 19e siècle. Donc, pendant ce temps-là, cette technique a été utilisée à des fins médicales et politiques pour collecter des informations, bien entendu. Mais avec le temps, ça a évolué. Donc, l'entretien est devenu vraiment une technique de recherche hein, pendant le 20e siècle. Aux États-Unis, puis en Europe, aux États-Unis, il y a ce qu'on entend par l'école de Chicago, qui sont des sociologues mais qui ont évoqué, qui ont mobilisé vraiment l'approche anthropologique. Mais avec le temps, ça a été devenu alors une technique de recherche. L'entretien, comme je viens de dire, de manière globale, en cas, c'est une technique. Donc, ça reste un moyen central et privilégié, en tout cas pour les sciences humaines et sociales, mais également pour les professionnels de santé. Mais c'est pas facile du tout la mise en œuvre. Et c'est dans ce sens que cette citation que je voudrais partager avec vous de Bourdieu, que c'est peut-être la malédiction des sciences de l'homme que d'avoir affaire à un objet qui parle, en fait. Dans ce sens, plus ou moins, car effectivement, le fait de discuter avec quelqu'un, c'est pas facile du tout. Et je vais évoquer plus tard, ce que la personne a, le discours ou la personne, ce que la personne a évoqué, est-ce que c'est vrai ou faux? On ne sait pas. Mais on verra après pour développer un peu dans ce sens-là. Donc, il y a plusieurs types d'entretien. Je sais que vous connaissez déjà des entretiens directifs, avec des questions ouvertes, bien entendu, des questions ordonnées et plus ou moins fixes, certainement, pour essayer de répondre à une problématique bien définie. Le problème, c'est que ça peut rendre l'interlocuteur un peu bloqué dans les questions à poser et ça peut aussi avoir des répercussions sur les réponses. Ça peut être des réponses superficielles. Pour solutionner effectivement dans ce sens-là, il y a l'entretien non directif. La différence avec ça, c'est que là, on pose une question ou une thématique générale et on laisse la liberté, toutes les marges de manœuvre à l'interlocuteur pour s'exprimer. Et on ne fait qu'écouter. Et l'idée dans ce sens-là, en fait, c'est d'avoir vraiment un discours plus ou moins approfondi sur la thématique donnée. Entre les deux, il y a l'entretien semi-directif, ce qui est très utilisé à mon sens, car à la fois, dans cette technique-là, il y a les questions, les thématiques ou les sous-thématiques qui servent de fil rouge qu'on doit poser, mais il y a aussi la liberté d'expression accordée à l'interlocuteur. Dans tous les cas, donc, il faut, je pense, tenir compte de ces deux points-là que Olivier de Satan a souligné déjà depuis longtemps, ce qu'on entend par guide d'entretien, avec les questions bien définies, la façon qu'on va aborder, qu'on va discuter avec l'interlocuteur et tout ça. Il y a aussi le canevas d'entretien, d'un côté, avec les thématiques sous-thématiques qui servent de fil rouge, mais qui laissent quand même certaines marges de manœuvre, que ce soit pour la personne qui mène l'entretien ou la personne à enquêter. Et d'un côté, les entretiens, à partir des entretiens, on peut avoir des informations qu'on peut classer en deux catégories. Premièrement, il y a ce qu'on entend par consultation auprès des interlocuteurs, qui va essayer de donner des définitions, leur point de vue par rapport à un sujet. Il y a aussi ce qu'on entend par reçu de vie. Ce qu'on demande, c'est qu'on demande à une personne de raconter une expérience par rapport à un événement, par rapport à une situation, par rapport à une maladie, par exemple, et que cette personne était acteur de cet événement. Ce qu'on va développer un peu plus maintenant, comme je viens de dire, c'est l'entretien semi-directif, qui est plus utilisé quand même, que ce soit auprès des sciences humaines et sociales, mais aussi utilisé par les professionnels de santé. Donc, normalement, l'entretien semi-directif, en fait, c'est, comme je l'ai dit, une discussion formelle entre deux personnes. Donc, il y a la personne qui pose les questions. Je vais dire dans ce sens-là, je ne vais pas évoquer le nom enquêteur pour le moment ou pour le chercheur, mais après, on retournera dans ce sens. La personne qui pose les questions et la personne qui répond aux questions. Et ces personnes-là, en fait, sont choisies en fonction de la thématique
de la question de recherche euh, ou de l'objectif de l'investigation. Il y a plusieurs types quand même. Il y a ces personnes qui appartiennent à ce qu'on entend par groupe stratégique, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont vraiment impliquées ou qui peuvent avoir un rôle par rapport à une thématique donnée. Je vais prendre un exemple pour le projet ASA, Alliance SHS Afrique. On s'intéresse par exemple à la vaccination et un membre de ce groupe stratégique, c'est l'agent vaccinateur par exemple. Ça fait partie. Il y a aussi ce qu'on entend par des personnes ou individus invisibles euh, qui appartiennent au groupe invisible. Invisible, pourquoi? Parce que au début, on n'a pas pensé à telle personne pour interroger. Mais au fur et à mesure qu'on travaille sur le terrain, on constate que telle personne peut avoir un rôle important ou des informations importantes pour répondre à telle problématique. Et c'est pour cette raison qu'il y a par exemple les gardiens dans les centres de santé qui n'a rien à voir avec la santé, mais qui peut donner des informations importantes sur les gens qui fréquentent le centre de santé. Donc, je vais prendre le gardien dans ce cas-là, c'est un groupe invisible, par exemple. Et il y a aussi ce qu'on attend par informateur clé. Ça peut être dedans, ça peut être autre. Mais c'est une personne à qui la personne qui collecte des informations a plus de relations, a plus de confiance. Une personne qui peut orienter, qui peut conseiller l'enquêteur dans sa démarche. Donc, dans tous les cas, avec cet entretien en semi-directif, on peut avoir accès au savoir, aux souvenirs, aux représentations. Et ces informations-là sont rarement observées pendant les observations. Il ne s'agit pas là de pratique. Et rarement exprimé aussi à travers un questionnaire dans les études quantitatives ou en groupe dans un focus group. Donc, à partir de cette technique aussi, on peut avoir accès à des informations plus délicates, comme la corruption, par exemple, ou plus intimes, la sexualité. Mais on peut avoir des informations très fines et très détaillées en fonction de la discussion avec la personne. Mais cela nécessite quand même des techniques, des techniques qu'on ne peut pas effectivement apprendre à l'école, mais on peut apprendre sur le tas ou pendant la mise en place, pendant la réalisation d'une recherche. Il y a les interactions, la conversation, la façon de mener la conversation. Il y a plusieurs savoir-faire aussi du chercheur que je vais évoquer plus tard pour contourner ce qu'on entend par dilemme pendant la collecte d'informations. Il y a la négociation, il y a la mise en confiance, tout cela en fait. Mais je me souviens très bien, en 2014, lorsque je suis venu ici à l'Institut Pasteur, et nous avons organisé en fait une étude anthropologique. Et lorsqu'on a fait un entretien, nous avons fait une sorte de guide comme cela pour pouvoir mettre en œuvre un entretien. Donc, rapidement, il faut faire une sorte de prise de contact avec les autorités locales dans le but d'obtenir leur approbation pour travailler dans le site d'études. Il faut aussi acquérir ce qu'on entend par le code de la politesse et de la bienséance pour éviter d'offenser les populations locales à un moment donné. Je vais donner un exemple après. Donc, après tout cela, on entre en contact avec les informateurs clés, on explique l'objet de l'entretien et la façon, le déroulement de cet entretien-là. Une fois que la personne a accepté, la personne a donné son consentement, on choisit le lieu d'entretien, un endroit calme. Après, on demande si on peut enregistrer ou non. Donc, on prend des notes. Et dans tous les cas, il faut prendre des notes, en fait. Mais les règles de base, en fait, ce qu'on a appris pendant ce temps-là, c'est qu'il ne faut jamais influencer la personne. Il faut jouer l'idiot. Il faut être un étranger incompétent. C'est ça, en fait, l'image qu'on montre. Et surtout, il faut qu'on sache alimenter, en fait, la conversation avec l'art de la relance, l'écoute, l'observation et tout cela. Tout cela, en fait, c'est qu'en 2014, nous avons appris ça, mais avec l'expérience, avec tout cela,
Je vais prendre cette citation d'Olivier de Sardon. En fait, c'est que il y a beaucoup d'adaptations sur le terrain. Donc, je vais lire rapidement, hein. L'enquête de terrain, d'abord une question de tour de main et procède à cours d'intuition, d'improvisation et de bricolage. C'est aussi, et sans doute surtout, une affaire d'apprentissage, au sens où un apprenti apprend avant tout en faisant. Effectivement, on apprend en fait avec les expériences, et c'est là qu'on va essayer de réfléchir à comment ça se passe vraiment sur terrain une fois qu'on fait, on réalise ce qu'on entend par entretien semi-directif. Donc, il y a plusieurs points que je vais évoquer ici rapidement, hein. Donc, en amont, lorsque je dis en amont, c'est-à-dire avant la descente sur le terrain et avant l'entretien. Donc, en amont, donc, il est important de maîtriser les thématiques, la question de recherche avant de descendre, qu'il faut comprendre. Tout cela est important pour préparer ce qu'on entend par canevas d'entretien, définir la question de recherche. Une fois sur le terrain, il faut réaliser ce qu'on attend par une imprégnation. Il faut se mélanger avec la population locale. Après, se familiariser et apprendre les bonnes manières, les codes de bienséance et la politesse. Je vais prendre un exemple rapidement. Par exemple, dans le sud, et j'imagine que c'est pareil dans plusieurs régions, mais dans le sud-est de Madagascar, par exemple, une maison a deux portes. Une porte à l'est et une porte à l'ouest. Et c'est très impoli d'entrer à la porte à l'est. Donc, si on fait un entretien, qu'on entre dans la porte à l'est, on va être mal vu. Ça, c'est un exemple. Les Japonais qui ne font pas, qui ne serrent pas la main aussi. Ça, c'est un exemple, mais il faut comprendre tout cela une fois qu'on arrive dans le site d'études, en fait. Il faut aussi, on peut identifier et définir aussi les interlocuteurs une fois sur place avec l'interaction. Mais tout cela, je vais prendre ce mot d'Olivier de Sarton, c'est pour éviter justement ce qu'on entend par la perspective minière ou l'extraction minière d'informations. C'est-à-dire qu'on vient chez une personne, on fait l'entretien, après on part. Il n'y a rien, il n'y a pas d'interaction et ainsi de suite. Le chercheur ou la personne qui collecte les informations se trouve pendant ces entretiens-là dans des dilemmes importants. Il y a le réalisme symbolique que Olivier de Sarton, je vous invite à lire vraiment le document dans la référence, mais en fait, c'est que par rapport à un sujet, il y a des explications par l'interlocuteur. L'enquêteur aussi a déjà préparé un peu sa venue, donc en lisant bien entendu des littératures scientifiques. Et à un moment donné, on se trouve entre le fait que est-ce qu'on croit ou on ne pas croire ce que la personne a dit? Est-ce qu'on doit préjuger ou on ne préjuge pas? En tout cas, en anthropologie, on ne préjuge pas. Mais il faut vérifier. Donc, il y a cette bonne distance entre le respect ou méfiance par rapport à une information. Et ça, c'est très important. Deuxième point aussi, le dilemme, c'est que on pose des questions, les gens répondent, mais ça peut être un peu lent ou pendant longtemps. Et là, la personne qui collecte les informations se trouve dans un dilemme. Est-ce qu'on doit interrompre ou on laisse la personne à continuer, même si ce qu'il évoque, c'est un peu hors sujet. Mais là, il y a des expériences aussi pour bien, euh, pour solutionner ça. C'est pas vraiment une solution radicale, comme je viens de dire, mais c'est un compromis quand même. Il y a les bonnes réponses, peu d'informations ou informations, comment on peut juger ça. Et un point sur ce dilemme aussi, c'est ce qu'on entend, ce que Olivier de Sarton a évoqué, une négociation invisible en fait. Donc, je vais expliquer rapidement. Donc, un chercheur est là pour trouver des informations, pour faire la recherche et pour répondre à une question de recherche. C'est ça du côté de la personne qui collecte des informations. Par contre, côté interlocuteur, il attend, ou elle attend aussi quelque chose en retour. Et, cette contrepartie n'est pas forcément exprimée. Et c'est pour cette raison que c'est invisible. Ça peut être une aide, ça peut être une rétribution financière. Et c'est dans ce sens-là que Blandine Pilla a évoqué ce qu'on entend par dilemme éthique, en fait, entre un chercheur d'un côté qui cherche des informations
et qui est prêt à investir méthodiquement et éthiquement pour obtenir ces informations-là. Et d'un côté, il y a ce qu'on entend par participants démunis, isolés, et qui ont en quête de soutien thérapeutique ou de soutien financier également, mais qui n'est pas forcément, qui ne dit pas forcément cela. Dans ce cas-là, par exemple, nous, dans le cadre des projets, effectivement, il a une éthique. Pourquoi? Car on ne peut pas donner de l'argent qui peut être mal interprété et qui peut être dit qu'on donne de l'argent pour acheter des informations. De l'autre côté, la personne donne des informations mais attend autre chose. Donc, quelle est la solution dans ce cas-là? Donc, il se peut que pour nous, par exemple, c'est qu'effectivement, nous avons travaillé beaucoup avec des personnes démunies qui travaillent au jour le jour. Donc, il faut trouver un compromis. Et c'est pas de l'argent. Nous avons donné, par exemple, des produits de nécessité. Et l'idée ici, c'est pour compenser le temps alloué à l'entretien. Donc, il y a ce genre de dilemme, en fait. Mais pour trouver une solution ou une sorte de compromis à ces dilemmes-là. Donc, il a le savoir-faire de la personne qui collecte des informations à partir de la conversation et la récursivité. C'est la façon de comment on peut poser des questions à partir des réponses, c'est ça la récursivité. Donc, il a la reformulation des questions claires et neutres. Donc, il faut faire en sorte que la personne enquêtée euh, comprenne très bien la question. Et les autres techniques peuvent aider dans ce sens-là. Les mots qu'on a observés pendant les observations, on peut les mobiliser, ou les jargons, ou les façons de parler. L'art de relance aussi. Pendant l'entretien, il faut observer, écouter et observer la personne pour comprendre un peu ce qu'on appelle en discrétion de l'interlocuteur, les hésitations contradictoires et tout ça, les communications non verbales. Il y a aussi cette façon de faire ce qu'on entend par le décryptage instantané. Ça nécessite une expérience, mais le fait qu'à partir d'une question, on pose des questions, il y a des réponses, et on pose d'autres questions qui n'ont pas prévues dans le canevas. De toute façon, c'est pour cette raison qu'on parle de canevas d'entretien. Ce sont des exemples de questions. Mais on peut réfléchir en même temps, on peut analyser en même temps, et on peut poser ça. Et quatrième point que je voudrais évoquer ici, c'est la dimension diachronique de la mise en place de ces entretiens-là, c'est-à-dire que le fait de discuter plusieurs fois avec une même personne, ça peut nourrir cette interaction, ça peut favoriser cette mise en confiance et tout cela, en fait. Et nous avons mobilisé certaines techniques dans ce cas-là, comme adaptation aussi. Et aussi, le fait de savoir ce qu'on entend par saturation des informations, ça nécessite effectivement certaines techniques sur le terrain. À quel moment on peut dire que c'est saturé, on fait des entretiens, et à quel moment on ne peut pas dire que ce n'est pas encore saturé. Et tout cela nécessite en fait des savoir-faire, des expériences de la personne qui réalise ça. Maintenant, je vais donner la parole à Timothée. Ce que je viens de dire, en fait, c'est que pour faire un entretien, ça nécessite beaucoup de temps. Mais avec la situation actuelle, et surtout depuis quelques temps, avec l'émergence des maladies ou l'émergence des maladies comme le COVID-19, donc il y a certaines adaptations quand même dans la mise en place des entretiens. Donc, le temps devient un problème, quelquefois, et il faut s'adapter, il faut bricoler. Et c'est dans cette optique que je vais donner la parole à Timothée pour vous faire part de deux études, en fait, dans ce sens-là. Timothée, à toi la parole. Euh, Comme vous le savez, toutes les techniques, toutes les méthodologies ont leurs défis, leurs difficultés, leurs limites. Donc, les entretiens semi-directifs n'échappent pas à cette règle. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter deux études et en même temps voir les défis. Je vais d'abord vous présenter la première étude. Donc, la première étude qu'on a faite, donc c'est issu du projet ASA. euh, dans le volet communautaire qui avait pour objectif de documenter les dimensions sociales de la baisse de la couverture vaccinale et la résurgence de la poliomyélite en milieu communautaire à Madagascar. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé la méthodologie rapide, qualitative rapide, ou RQM, durant du 15 au 30 avril 2024. Et nous avons fait 36 entretiens semi-directifs auprès des maires et des agents vaccinateurs. Et on a complété
cette technique par deux observations des activités vaccinales. Donc, je vais vous présenter trois difficultés. Tout d'abord, la difficulté méthodologique, communicationnelle et liée à l'approche. Donc, la première difficulté, c'était la difficulté méthodologique. Tout d'abord, la difficulté de formaliser les pratiques, puisque dans un entretien, il faut savoir s'adapter à la situation, il faut savoir s'ajuster, il faut en même temps adapter notre canevas. Donc, la difficulté ici, c'est au début des entretiens, au début euh, des, euh, des premiers entretiens, c'est de s'adapter euh, à la personne, de s'adapter au contexte, mais aussi s'adapter euh, à tout ce que la personne, l'interlocuteur, va nous confier. Donc, l'important pour éviter de cette difficulté, puisqu'il n'y a pas de recette miracle dans l'entretien semi-directif, c'est de bien préparer le terrain, de maîtriser l'étude, les thématiques et aussi les canevas pour qu'on puisse plus tard ajouter euh, les questions. Ensuite, puisqu'on a fait une méthodologie qualitative rapide, notre moment sur le terrain était très court, donc même les interactions avec la population étaient très, très courtes. Donc, ça a créé un risque euh, lié à l'imprégnation. On n'avait pas le temps de s'imprégner, de vraiment connaître les gens. Donc, le risque ici était que les entretiens, la personne avait parfois une sorte elle avait peur, elle ne comprenait pas l'arrivée des étrangers dans les maisons, etc. Donc, ça pouvait créer des biais. En ce qui concerne, parfois, les personnes pouvaient nous donner, avaient peur et essayer de nous donner, en fait, les réponses qu'on voulait avoir, essayer de nous faire plaisir, en d'autres termes. Mais pour éviter ce genre de biais, il faut non seulement multiplier les sources, mais essayer de confirmer chaque information qu'une personne va nous donner. Parce que parfois, par peur ou par hésitation, la personne euh, va, va mentir, mais ça, on ne le sait pas. Et c'est à partir des nombreuses triangulations de données, des sources qu'on va savoir que telle vérité, quelles sont les informations vraies et quelles informations on doit creuser, etc. Ensuite, il y a la difficulté de concilier liberté de parole et contrôle de l'entretien. Donc ici, on a affaire à une négociation invisible, c'est-à-dire que soit la personne va beaucoup parler et va parler au-delà de la thématique, soit la personne va avoir peur et minimiser sa parole. Donc ici, cette personne va de moins en moins parler et répondre par oui ou par non à nos questions. Et c'est à ce moment-là que non seulement il faut savoir relancer, euh, retenir les mots-clés et relancer la personne à chaque fois, la ramener dans la thématique, mais aussi et surtout avoir une écoute active. C'est pour cela que en tant que chercheur, il faut savoir se connaître. Il faut savoir à quel moment on est fatigué, à quel moment on doit arrêter l'entretien, à quel moment on doit prendre une pause après chaque entretien. C'est-à-dire que si notre limite est de 2 entretiens, 3 entretiens par jour, il faut savoir se connaître et ne pas faire le quatrième entretien pour être bien concentré, savoir bien relancer la personne et bien identifier les informations clés que la personne va donner. La quatrième difficulté rejoint le troisième, puisqu'il s'agit du risque d'influencer les réponses et d'orienter l'enquêté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on est un peu fatigué sur le terrain, on commence à partir du troisième, quatrième entretien, on commence à connaître plus ou moins les réponses que les maires ou l'interlocuteur va donner. Et à partir de nos questions,
on va essayer de donner les réponses, puisqu'on est un peu fatigué. On va, à ce moment-là, essayer d'une manière indirecte d'influencer ou d'orienter l'enquêté à à une réponse. Et ça, c'est un risque, c'est un biais qu'il faut surtout éviter. Donc, à ce moment-là, soit je le dis, il faut se connaître et s'arrêter, mais aussi il faut savoir reformuler les questions de façon neutre, tout la prise de notes, mais je vais en revenir tout à l'heure, mais essayer le plus possible de ne pas intégrer les questions, les réponses dans nos questions et éviter de donner, de faire une question fermée, c'est-à-dire dans la réponse est oui ou non. Donc, il faut soit commencer par pourquoi, mais aussi par comment les questions pour éviter ce genre de biais. Ensuite, nous allons rentrer dans les difficultés communicationnelles. Donc, la première difficulté ici, c'est la difficulté des barrières linguistiques, dialectales, qui parfois rallongent l'entretien. Mais il y a aussi ce qu'on entend par un biais dans l'interprétation d'une multiple traduction. Euh, Durant notre terrain, nous avons eu différents profils de chercheurs. Il y a eu des chercheurs étrangers, il y a des chercheurs venant de la capitale pour aller en province, mais on a eu aussi des interprètes pour essayer d'apporter un pont entre les modérateurs, chaque modérateur, et le répondant, donc l'enquêté. Donc, parfois, si c'est mal interprété, pardon, il y a un biais que non seulement la personne ne comprenne pas notre question, mais que nous aussi, on ne comprend pas la réponse de la personne. Donc, on essaie d'interpréter une mauvaise information. Donc, ici, il faut avoir la nécessité, donc, ou suggérer, donc, interprète formé et qualifié. Donc, on ne va pas prendre un interprète dans la localité pour nous interpréter les informations durant les entretiens, puisque cette personne-là ne connaît ni le projet, ni l'étude, ni les mots-clés, ni la thématique. Donc, ça va créer un biais. Donc, il faut non seulement avoir un interprète formé et qualifié, mais s'il y a une incompréhension, il faut essayer, même si on parle la même langue, il faut essayer de demander au répondant de détailler son langage, c'est-à-dire essayer de lui demander d'expliquer ce qu'elle entend par sa réponse, surtout les mots-clés, parce que parfois, on n'a pas la même définition du même mot-clé de vaccination ou de paludisme, etc. Donc, si on a un doute, il faut le demander de détailler ce qu'elle entend par ce mot. Donc, ça fait partie encore de questions de relance. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, il a la difficulté de s'engager dans une conversation. Parfois, si une personne est intimidée par les modérateurs, les enquêteurs, les chercheurs, elle aura du mal à se confier, elle aura du mal à parler. Il y aura le biais de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la honte, de la peur, etc., qui font que cette personne va moins s'ouvrir et répondre par oui ou par non à nos questions et on aura un entretien très rapide, mais avec très peu d'informations. Donc, la première chose à faire, c'est de le mettre en confiance, cette personne, dès le départ, c'est-à-dire soit passer par le biais de l'agent communautaire qui va la mettre en confiance et donner les bonnes informations aux agents communautaires, soit aussi quand le, les- la présentation est terminée, bien expliquer la note d'information à la personne, bien expliquer l'intérêt de l'étude, l'objectif de l'étude, et que cette étude n'aura aucun effet sur elle d'une manière directe, mais que c'est dans l'aspect général d'une étude de santé et de recherche. Ensuite, il y a la question incompréhensible par l'interlocuteur, donc c'est toujours la difficulté, ça rejoint le barrière linguistique. Parfois, on utilise des mots scientifiques, parfois on utilise des mots en français
alors qu'on parle avec une personne dans un milieu local, communautaire, malgache, qui n'a pas fait d'études très poussées. Donc, il faut essayer non seulement de simplifier nos questions, nos formulations, mais aussi de reformuler les questions sans influencer les personnes, mais de reformuler avec ses propres mots, ses propres, la dialecte. Par exemple, comme je l'ai dit, elle a une manière de parler du paludisme. Donc, il faut essayer de savoir quels mots on emploie pour parler du paludisme dans cette localité. Enfin, il y a la difficulté, les difficultés liées à l'approche, surtout en milieu communautaire, mais ça peut arriver en ville aussi. Il y a la présence d'une tierce personne qui, que ce soit le mari, même les enfants, que ce soit euh, les personnes de la localité qui regardent par la fenêtre, etc. Ça constitue un biais parce que non seulement ça déstabilise la personne, euh, ça crée elle n'est pas concentrée quand on va faire les entretiens. Mais aussi, le plus important, c'est que il y a le problème ici, biais, excusez-moi, de la confidentialité, surtout par rapport aux informations qui concernent la santé. Si on parle d'intimité, de sexualité, etc., c'est très compliqué. Mais ici, non seulement dès le départ, avant de commencer les entretiens, il faut expliquer à la personne la confidentialité et l'anonymat des entretiens, mais aussi, ça aussi c'est un défi, c'est un négocier avec la famille, essayer d'expliquer, par exemple, au mari que c'est une question, ça concerne sa santé, santé maternelle, féminine, et que par exemple, si elle va chez le docteur, c'est entre elle et le médecin. Donc, bien lui expliquer que c'est juste, on va parler de ses connaissances, de ses expériences et que la femme n'a rien à craindre. Donc, il faut vraiment prendre le temps de parler aux personnes tierces pour que les personnes tierces comprennent l'intérêt de la confidentialité. Si cette confidentialité n'est pas respectée, si le mari ne veut pas partir, si euh, à ce moment-là, c'est très difficile à faire, mais à ce moment-là, il faut arrêter l'entretien. Parce que parfois, ça peut créer un biais de réponse et de la peur. Les informations peuvent être fausses. Enfin, il y a alors les entretiens de prise de notes simultanés et parfois structurés. Donc, je pense que plusieurs chercheurs, par exemple, moi au début, euh, dans, dans, dans des projets antérieurs, j'avais du mal à non seulement à faire les entretiens, à prendre des notes, puisque c'est une conversation. Donc, c'est très compliqué de capter l'attention de la personne. En même temps, on prend des notes, mais il faut savoir euh, trouver l'équilibre, surtout, et prendre des notes, non seulement simultanées, mais il faut aussi apprendre à faire des notes structurées. Puisque, par exemple, dans le méthodologie rapide, qualitative rapide, on devait faire un débriefing de 10 minutes à peu près après chaque entretien audio. Donc, si on n'avait pas une note structurée, c'est très difficile de donner les bonnes informations dans cette débriefing audio. Une des clés aussi, c'est que après chaque entretien, euh, durant l'entretien plutôt, il faut demander à la personne de un endroit calme, un endroit où elle se sent en sécurité et un endroit où peut être dérangée pour avoir le maximum de concentration de cette personne. Maintenant, je vais vous parler d'une autre étude dans laquelle on a utilisé l'entretien téléphonique avec des mères, qui constitue un autre défi des autres, en ce qui concerne les entretiens semi-directifs. Cette étude a été faite euh, en 2021. C'est une étude qualitative sur l'impact du COVID-19 sur la vaccination des enfants de 9 mois à Mouramangue, Madagascar. L'objectif est de documenter l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur les pratiques de vaccination des enfants de 9 mois. Donc ici, c'était en pleine période
de deuxième vague de Covid à Madagascar. Donc, on ne pouvait pas faire des entretiens semi-directifs en présentiel. Donc, on devait trouver des moyens pour récolter des informations. Donc, on a choisi des entretiens téléphoniques avec des maires, mais on va pouvoir voir que cette technique avait des limites. Donc, la première chose à savoir, c'est que l'entretien, il y a, par téléphone, il y a le risque lié à une interaction virtuelle. Tout d'abord, les conditions logistiques, puisque si on, durant les appels téléphoniques, surtout durant le pré-test et durant les premiers entretiens, on a eu des problèmes de réseau, de bruitage. Euh, Parfois, on pouvait rien faire puisque c'était conditionné à cause des liaisons, de là où se trouvait la personne. Donc, c'était très compliqué. Donc, non seulement il fallait simplifier le canevas pour aller à l'essentiel, pour que la personne nous dise directement ce qu'on voulait savoir. Et c'est pas l'une des difficultés aussi, c'est que c'est pas comme les entretiens semi-directifs en présentiel, où on avait plus ou moins le temps, 40 minutes à 1 heure de temps pour discuter avec la personne. Mais ici, au maximum, on avait 30 minutes pour évoquer les thématiques. Donc, au maximum, on pouvait évoquer que 2 à 3 thématiques. Et c'était très compliqué. Donc, l'important ici, c'est d'aller à l'essentiel. Ensuite, durant les entretiens, il y a eu des disponibilités prolongées des interlocutrices, donc des mères, puisque non seulement ça, il y avait les problèmes de concentration liés aux appels téléphoniques, puisque si la personne n'est pas en présentiel avec vous, c'est très compliqué pour cette personne d'avoir la concentration nécessaire pour bien vous écouter, avoir les contacts visuels, etc. Mais à ce moment-là aussi, il y avait des mères qui profitaient pour s'occuper de leurs enfants, qui allaient allumer le feu, qui allaient appeler une autre personne. Donc, il y avait des coupures de temps en temps. Donc, ça constitue aussi une limite ou une difficulté. Donc, la première chose, à partir des entretiens suivants, on a commencé à demander aux personnes non seulement d'assurer qu'elle est toute seule, quel est un réseau téléphonique optimal, à partir du moment où il y avait un brouillage, un problème de réseau, demander à la personne de changer de... C'est vrai que c'est assez compliqué, mais on demandait à la personne de changer de lieu ou qu'on allait les rappeler dès que, par exemple, on allait, euh, quand on avait contacté une personne, une mère, elle est encore sur la route, elle voulait nous prendre notre appel sur la route de chez elle. Et on l'a demandé, non, on va couper d'abord la communication et dès que vous arrivez chez vous, vous nous bipez et c'est là, quand vous serez bien assis dans votre maison, que là, on va commencer les entretiens. Et enfin, il y a le défi d'assurer l'intimité et la confidentialité d'un entretien, puisque on sait tous, c'est la base. On rentre ici dans l'éthique, puisque dans un appel téléphonique, on ne sait jamais qui est avec la personne. Est-ce qu'elle est avec sa sœur? Est-ce qu'elle est avec son mari, etc. Elle est au téléphone. Donc, et là, c'est très compliqué de dire à la personne à côté de partir ou comme on le fait au présentiel, de lui expliquer que voilà, c'est confidentiel, ça concerne la santé, etc. et qu'il fallait qu'elle n'écoute pas, etc. Donc, ça constituait un défi aussi. Et il y a aussi des difficultés ou les défis liés à la lecture de support physique, donc carnet de santé, ordonnance, etc. C'était très compliqué, surtout si on devait faire lire à la personne ces carnets de santé. Par exemple, nous, on devait faire lire à la personne, puisqu'on n'avait pas accès au carnet de santé, les dates de rendez-vous, les vaccinations faites, etc. Donc, ça constituait un défi, une limite, puisque non seulement si la personne est illettrée, elle devait trouver une autre personne pour lire, ou parfois elle lisait pas tout simplement. Soit il y a le problème de l'écriture de l'agent de santé, parfois illisible d'après la mère, donc c'était très compliqué de savoir si elle donnait les bonnes informations.
Ensuite, il y a le problème éthique, comme je viens de le dire tout à l'heure, le consentement à distance, consentement oral et l'explication de l'étude. Au départ, on voulait faire une appel, la présentation, l'information sur l'étude, l'objectif, etc. Après les entretiens, on a constaté que ça prenait trop de temps. Donc, on a divisé en deux. D'abord un premier appel de présentation, d'information sur l'étude, de consentement de la personne et enfin de prise de rendez-vous. Notre avantage aussi, c'est que cette étude fait suite à une autre étude, donc c'est un prolongement d'une autre étude, l'étude qualitative. Donc la personne était plus ou moins au courant de qui on était, de l'objectif de l'étude qu'on faisait, etc. Donc il fallait juste expliquer les objectifs spécifiques. Et dans un second temps, il y a un consentement, un deuxième appel où on réitère un consentement oral et dans lequel on faisait le deuxième entretien à partir du moment où la personne est au courant du projet et de l'étude. Et enfin, l'une des limites des entretiens par téléphone, c'était l'absence d'accès au langage verbal et aux données contextuelles, puisque non seulement on ne pouvait pas observer la personne directement, si, comment elle, est-ce qu'elle baissait les yeux, est-ce qu'elle hochait la tête, etc. C'est très compliqué, donc on ne savait pas, ça constituait un biais, surtout en ce qui concernait l'interprétation des informations. Voilà, pour ma part, je vais donner la parole à Léo pour qu'il puisse conclure. Donc, merci beaucoup, Timothée, pour cette partage d'expérience. Donc, pour conclure rapidement cette présentation, donc effectivement, un entretien de manière globale nécessite une préparation en amont, dans tous les cas, hein, et certains savoir-faire. Donc, je reprends aussi une partie de la citation de Olivier de Sardon, une question de tour de main, procède à coup d'intuition, improvisation et bricolage. Vous avez vu, par exemple, Timothée, sur les bricolages que nous avons mis en place. Effectivement, il faut savoir qu'il y a ce qu'on entend par études qualitatives, ce que Timothée vient de présenter, mais il y a aussi des études anthropologiques qui nécessitent beaucoup de temps. Et donc là, il y a plus de marge de manœuvre. Mais un point important, en tout cas, à le lance, c'est que c'est mieux que l'entretien soit mené par la personne qui réalise, qui réalisera l'analyse. Et pour dire indirectement que c'est mieux que c'est le chercheur qui mène cette entretien. Mais bien entendu, avec le temps limité ou temps imparti pour mettre en œuvre une étude qualitative, quelquefois, il faut recourir à plusieurs chercheurs, voire à des enquêteurs, pour aller dans ce sens-là. Donc, je vais citer rapidement cette citation d'Olivier de Sardin pour finir, car le temps est très important. On doit optimiser tout le temps qu'on a sur le terrain, même pendant une semaine, on peut l'optimiser. Donc, il faut sur le terrain avoir perdu de temps, beaucoup de temps, énormément de temps, pour comprendre que ces temps morts étaient des temps nécessaires. Je vous remercie beaucoup. Merci Elio. Merci Elio. Merci à Timothée pour la brillante présentation que vous avez faite. Des présentations qui nous situent sur le contexte de mise en œuvre d'une d'une étude qualitative, surtout d'une enquête semi-directive sur laquelle tu as fait un bon focus. Merci à Timothée qui nous a présenté également, euh, euh, qui nous a fait un retour de deux études de terrain qui ont été menées. Donc, c'est des enquêtes qui ont été menées dans des contextes d'épidémie et d'urgence. Donc, avec des techniques bien appropriées. Nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre webinaire. Là, je vais demander à tous ceux qui sont dans l'assemblée, qui ont des questions, de prendre la parole. Et pour poser votre question, vous pouvez juste activer votre caméra, activer votre micro, et puis on pourra vous laisser parler. Mais avant, vous pouvez lever la main et puis on va vous interroger. Donc, tous ceux qui ont des préoccupations, qui veulent avoir plus d'éclaircissement, qui veulent partager des points de vue aussi, vous êtes les bienvenus. Donc, on vous attend tranquillement. Merci. Il y a une question, il y a une main qui lève Oui, là, il y a Martin
Moyenga qui a levé la main, on vous laisse la parole, on vous donne la parole. Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole et merci beaucoup à Dr. Elliott et à Timothée pour cette brillante présentation. Et cependant, j'ai deux questions. Et la première est relative à à une partie de la présentation de Dr. Elliott où il a dû mentionner euh, que dans un entretien directif, les questions sont des questions ouvertes. J'aimerais avoir plus d'éclaircissement par rapport à ça parce que moi, je pensais que c'était beaucoup plus des questions fermées. Et pour la seconde question, je voudrais savoir si est-ce que l'entretien semi-directif comporte des limites à quelque part. Merci beaucoup. Je dois répondre tout de suite, Marius. Oui, Elio, tu peux répondre le temps qu'on ait une autre main élevée. Donc, tu peux OK. répondre à la préoccupation. Effectivement, la première question d'abord, est-ce que la question dans un entretien directif, on parle toujours des questions ouvertes, est-ce qu'il y a des questions fermées? Donc, il faut savoir dans deux sens d'abord. C'est que il y a des questionnaires que les études quantitatives utilisent. Là, il y a vraiment ce qu'on entend par question fermée, en fait. Lorsqu'on dit question fermée, la réponse c'est oui, non, oui, non. Ce que vous avez mangé hier soir, oui, non. Donc, normalement, dans les entretiens, en fait, que ce soit directive ou non directive ou semi-directive, en fait, c'est que ce sont des questions ouvertes, c'est-à-dire on donne le choix à la personne de s'exprimer, même si ces questions. C'est, la question directive, par contre, c'est que les nombres des questions sont plus ou moins fixes, mais les questions sont ouvertes. Dans les questionnaires, on parle de questions fermées avec le oui ou non, mais le nombre de questions aussi est fixe. Donc, c'est dans ce sens-là, effectivement, dans une question directive, et surtout s'il s'agit d'une étude qualitative, et je pense que c'est étude qualitative, on parle surtout ce qu'on entend question ouverte. Donc, si je dois vous poser la question, est-ce que vous avez mangé hier soir? La réponse oui, non. Et je peux transformer cette question, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Là, c'est une question ouverte. Alors, la personne peut dire, j'ai mangé du riz, j'ai mangé de viande, ta, 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 ta. Pour répondre à la deuxième question, effectivement, il y a une limite. Il y a toujours une limite à un risque de biais pour l'entretien semi-directif. Juste pour répondre au fait qu'à partir d'un entretien semi-directif, on peut avoir accès à des informations comme le savoir, les représentations, les perceptions. Mais on a du mal, par contre, à avoir une information précise sur ce qu'on entend par pratique. Ça, c'est un exemple, en fait. Donc, c'est pour cette raison qu'on combine, en fait, plusieurs techniques dans la mesure du possible, hein. C'est ça l'idéal euh, pour avoir des informations et pour confirmer certaines informations. C'est-à-dire que les observations, on peut s'intéresser avec l'observation à des pratiques, par exemple, mais d'autres informations, on peut avoir l'observation. Avec les entretiens, on peut avoir des informations sur la connaissance, sur les savoirs, sur la perception des gens, sur leur pensée, sur la représentation, tout ça. Donc, idéalement, il faut avoir plusieurs techniques dans plusieurs projets. Je travaille dans deux projets. En ce moment, on utilise 5 techniques par projet. Et l'entretien systémique il fait partie. Et l'idée ici, c'est vraiment d'assurer ce qu'on entend par triangulation des informations. C'est pas ici qu'on va développer ça, mais c'est de croiser les informations afin de confirmer. Donc, pour répondre rapidement, effectivement, l'entretien semi-directif connaît des limites, effectivement. Merci. J'imagine que j'ai pu répondre à vos questions. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Donc, Merci, Elio, pour la réponse. J'espère que M. Martin est satisfait de la réponse. Je pense qu'on va laisser la parole à M. Mahama Sissé, qui a posé une question dans
dans le chat. Maintenant, ici, il ne peut pas, pour des problèmes de connexion ou de réseau, il ne peut pas. Je vais vous lire la question. Donc, Monsieur Mahama Cissé demande, lors d'un entretien, quand on se rend à l'évidence que les personnes enquêtées donnent les mêmes réponses, quel est le comportement à adopter? Ah, Ama. Ah oui, excusez, c'est Monsieur Ama Cissé. Donc, il demande quel est le comportement à adopter dans une enquête quand on se rend compte que les personnes enquêtées donnent les mêmes réponses. Merci beaucoup. Et lui, ouais. Oui, merci beaucoup, Oui, Marius. Donc, merci beaucoup tout d'abord, Monsieur Cissé, pour votre question. Donc, ici, on a affaire, si je contextualise, si toutes les personnes commencent à donner les mêmes réponses, donc l'information est tout d'abord confirmée. Donc, en anthropologie, en recherche qualitative, on dit qu'il y a saturation de données. Donc, le comportement adopté par l'enquêteur est de soit changer d'acteur, de personne ressource, mais soit d'arrêter tout simplement les entretiens avec cet même acteur, puisque les réponses sont tous les mêmes, donc c'est une saturation de données. Et voilà, donc le comportement adopté par l'enquêteur, c'est de recouper les informations et voilà, de confirmer les informations et d'arrêter tout simplement les entretiens, puisque, je le répète, il y a saturation de données. Voilà. d'accord. Merci Timothée pour ta réponse. Monsieur Cissé, il dit qu'il est enrhumé, donc il ne pourrait pas poser la question directement. Donc, j'espère qu'il a bien noté votre réponse. Donc, on va passer à d'autres intervenants. Est-ce que quelqu'un a une préoccupation, un élément à partager, une expérience à partager aussi? Bon, je pense que votre présentation a atteint son objectif puisque tout le monde a peut-être bien compris. Donc, bravo à vous pour avoir mieux expliqué les choses. Donc, on continue, on va toujours attendre qu'il y ait des préoccupations. Allô, bonjour. Je vois toujours pas de main levée. Bonjour. Il y Oui, a allô? il y a Oui, une main qui se lève. allez-y. Oui, allez-y. Oui, Oui, c'est oui, Ouliman oui, je lui donne la parole. Il Goubirigué. peut poser sa question. Oui, c'est Ouliman Goubirigué. Je Allez-y, vous on vous suis écoute. depuis Goma, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour D'accord. les présentations. Merci beaucoup. J'aimerais savoir un peu, dans le cadre de ces données issues des entretiens qualitatifs, comment faire parfois pour essayer d'éviter de, de révéler l'identité de personnes qui auraient donné ou qui auraient livré des informations confidentielles qui, par exemple, dans le contexte qui est notre ici à l'est de la RDC, pourraient leur créer de l'insécurité. Parfois, nous cherchons, il arrive qu'on cherche à confidentialiser, à rendre anonyme, mais sur base des informations ou alors sur base de ce qu'on écrit, on sait bien comprendre que ça doit avoir été donné par tel ou tel autre sur base des informateurs que l'on a indiqué compte tenu de sa cible. Alors, j'aimerais savoir quelle stratégie utiliser pour rendre anonymes certaines informations sensibles? Merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup pour cette question. Je vais répondre rapidement. Après, je laisse à Timothée de compléter l'information. Donc, ici, la question est comment on peut rendre anonyme les informations sensibles, n'est-ce pas? C'est ça? Et effectivement, la première démarche, c'est la confidentialité, d'abord au niveau de l'informateur. Donc, on utilise des codes dans ce sens-là, soit des noms fictifs. Ça dépend. Dans les études qualitatives, on utilise des codes, mais dans les études anthropologiques, c'est-à-dire les études anthropologiques pour obtenir des masters ou le plus long possible, on utilise aussi des noms fictifs. Effectivement, ça peut protéger déjà l'informateur sur les informations sensibles. Mais ça dépend également sur ce qu'on entend par information sensible. Effectivement, lorsqu'on fait des entretiens, surtout dans les ministères, auprès des ministères de la santé publique, par exemple, il y a des informations sensibles. Mais ça nécessite beaucoup de vigilance. D'abord, il faut confirmer à partir des entretiens, est-ce que c'est ça confirme? Et deuxième point, qu'il faut s'interroger, est-ce qu'on peut divulguer les informations? Est-ce que ça peut avoir une répercussion? Donc là, il faut une concertation avant de donner de telles informations. Nous n'avons pas réalisé des études sur la corruption. Ça, c'est très sensible. Et je sais que Olivier de Sarton et son équipe, Roland Lasten, a réalisé beaucoup dans ce sens-là, la façon de faire et tout cela. Mais dans tous les cas, il faut être vigilant pour divulguer les informations. Mais le plus important, c'est de protéger les informateurs ou les interlocuteurs, soit à partir des codes, soit à partir des noms fictifs. Quelquefois, les anthropologues comme Paul Farmer à rendre fictif même le nom du quartier là où il a travaillé. Ça, c'est possible aussi, hein. Ça, c'est possible aussi. Timothée. Donc, pour rajouter à ce que Léo vient de dire, il y a aussi, comme vous le savez, dans l'entretien semi-directif, parfois on demande la permission d'enregistrer les entretiens. Donc ça, c'est le deuxième consentement. Donc soit la personne accepte et on enregistre, soit la personne a le choix qu'on ne prenne pas l'enregistrement audio. Mais si dans le cas où on prend les enregistrements audio, tout d'abord, il y a une sécurité faite à ces enregistrements puisque ça va être retransmis à nos équipes et nos équipes vont essayer de les mettre dans un ordinateur verrouillé par des mots de passe, etc. Mais l'important, c'est que dans les analyses des entretiens, il y a ce qu'on appelle la grille d'analyse, dans lequel non seulement on va codifier les noms, c'est-à-dire peut-être qu'on va mettre des initiales, mais aussi, durant les entretiens enregistrés, on va essayer le moins possible de soit de donner des noms, de noms de villes, de noms de personnes, etc. durant les entretiens. On va essayer le moins possible de donner le nom de la personne à interviewer, mais aussi durant la transcription, même si les noms sont cités, on va essayer, comme le dit Liu tout à l'heure, de mettre soit des noms fictifs, soit de les codifier ou de mettre, par exemple, M01 comme maire numéro 1 ou M02, etc. Donc, le nom de la personne n'est pas exfiltré à ce moment-là. Donc, c'est l'une des choses qu'on peut faire aussi pour limiter la confidentialité. Et la troisième chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment essayer le plus possible d'être toute seule avec la personne dans un endroit calme, dans un endroit où il n'y aura pas d'observateurs, il n'y aura pas de personnes curieuses qui pourraient euh, compromettre cette confidentialité. Et c'est dans ce sens qu'il y a le lettre de consentement, puisque là, à partir du moment où la personne accepte, consent à donner les informations, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle met déjà une sorte de comment je veux dire ça, de barrière à ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle peut dire, est-ce qu'elle ne peut pas dire. Parfois, dans nos entretiens, même dans d'autres études, la personne va nous demander de couper l'enregistrement pour spécifier que ça, c'est en off, donc ça, on ne peut pas l'enregistrer.
Ça, c'est juste pour compléter vos informations, mais c'est informel. Donc, elle a le choix donc, de ne pas être enregistrée. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment respecter le choix de la personne et ne pas divulguer certaines informations qui pourraient nuire à cette personne, d'où la confidentialité. Merci beaucoup. Il y a Monsieur Martin qui a une autre préoccupation. Monsieur Martin, je vous donne la parole et puis après. Ok, merci beaucoup. Je reviens encore par rapport à la question concernant l'enregistrement. Et effectivement, souvent, lorsqu'on mène nos entretiens, on voit que cela constitue parfois une barrière à cause du dictaphone. Les répondants n'ont pas envie de parler. Est-ce que, je ne sais pas si nos deux présentateurs ont des stratégies souvent qu'ils utilisent pour pouvoir surmonter ce problème-là? Parce que parfois, on a vraiment besoin d'un audio enregistré pour les utilisations futures et en même temps, souvent, on voit que ça constitue une barrière, ça empêche le répondant de participer pleinement à l'entretien. Est-ce que vous avez des stratégies souvent ou quelque chose à proposer par rapport à cela? Merci. Donc, je vais répondre à cette question de Martin Moyenga. Effectivement, ça dépend de l'approche, en fait. Ça dépend de type d'études, études anthropologiques ou qualitatives. Comme je viens de dire, en anthropologique, on pourrait avoir des temps. Ici, nous avons cette expérience, une étude anthropologique pendant presque un an. Donc, nous avons le temps d'interagir, de faire une immersion avec les habitants locaux. Et il y a aussi les études qualitatives de 2 semaines. Nous avons vu tout cela. Et pour répondre d'abord à cela, ça dépend de l'approche et la discussion avec la personne. Souvent, la personne a peur d'être enregistrée si cette personne n'a pas confiance d'abord envers l'enquêteur ou la personne qui collecte les informations. Ça, c'est une explication. Cette personne aussi ne veut pas utiliser un dictaphone s'il y a des informations, comme Timothée vient de dire, délicates, qu'il ne faut pas évoquer. Dans ce cas-là, la personne, c'est au niveau de la personne qui demande, je ne veux pas être enregistré. Éthiquement parlant, il faut suivre la décision de la personne. Dans ce cas, si on a bien expliqué et la personne refuse quand même d'accepter l'enregistrement, on est obligé de prendre en note. Et ça, c'est pas négociable, donc on prend des notes. Par contre, si on a bien expliqué et qu'on a bien insisté sur la question de confidentialité, que ce soit sur les informations évoquées et sur la personne qui a évoqué l'information, donc ça joue un rôle important. Et ça, c'est la façon, c'est le don de la personne qui va mettre en marche l'entretien qui peut jouer un rôle important. D'un côté, il se peut que c'est la personne qui collecte les informations même qui décide en fait de stopper l'enregistrement. Moi, j'ai eu déjà ces expériences-là car j'ai discuté avec des femmes, par exemple. Donc, le sujet de la discussion, c'est la violence conjugale là, pendant ce temps-là. Et les personnes ont pleuré devant moi en racontant leur expérience, bien entendu. Donc, moi, ce que j'ai fait, éthiquement parlant, donc j'ai coupé les enregistrements pour ne pas les contrarier davantage. Et j'ai demandé si on doit continuer. Je vais les laisser rester pendant quelques temps pour récupérer. Et si on doit continuer ou on va fixer un autre jour. Dans ce cas-là, c'est une autre option. Donc, pour répondre vite à vos questions, ça dépend de l'approche de la personne. Mais si la personne refuse vraiment l'enregistrement, donc il faut prendre des notes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nos deux experts. Je voulais demander d'abord à tous ceux qui sont connectés de faire l'effort de remplir le formulaire qui a été mis dans le chat. Maintenant, moi, j'ai une préoccupation, si je peux me permettre. Elio, tu as présenté. Non, c'est pas. Ma préoccupation s'adresse à Timothée, qui a présenté des cas concrets. Moi,
celui qui m'intéresse, c'est celui où l'enquête a été faite par téléphone. Je sais que c'est pas les techniques courantes sous nos tropiques, donc ça laisse un certain nombre de difficultés. Avec cette expérience que tu as pu développer dans cette étude, est-ce que tu conseillerais ce type d'entretien euh, en premier écoute? Est-ce que c'est le type d'entretien que tu peux euh, conseiller à, à un collègue, à un expert ou bien à quelqu'un qui veut mener une étude? Est-ce que c'est le premier, est-ce que tu peux le conseiller en premier recours? Si oui, qu'est-ce que tu peux lui donner comme technique, comme élément de maîtrise ou bien de savoir-faire, de connaissances pour pouvoir bien mener ce type d'études-là? Merci beaucoup, Marius, pour ta question. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation de l'entretien par téléphone est nécessaire, surtout dans un contexte d'urgence, dans un contexte épidémique. Donc, la première chose à faire, si on a le choix, c'est mieux de faire un entretien semi-directif en présentiel, mais l'entretien par téléphone est nécessaire, je pense, et peut-être utilisé. Je le conseille aussi, mais euh, peut-être pour euh, des études de suivi ou d'évaluation, dans lesquelles on va peut-être qu'il y a à un moment donné une absence prolongée de la personne qui ne peut pas vous prendre en présentiel. Donc, c'est à ce moment-là, si on veut faire un suivi ou avoir un ou deux thématiques, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir trop de thématiques. Donc, deux ou trois maximum de thématiques pour essayer vraiment d'aller à l'essentiel. Mais c'est aussi pour faire un suivi, une sorte d'évaluation d'une étude. C'est à ce moment-là que je conseillerais peut-être les entretiens par téléphone, mais si on n'a pas vraiment le choix, c'est dans ce sens. Et surtout d'aller tout de suite à l'essentiel, mais aller toujours en deux temps, c'est-à-dire, comme je dis, deux appels. Premier appel pour tout ce qui est présentation du projet, intérêt du projet, objectif du projet et prise de rendez-vous. Et deuxième appel, on va tout de suite mettre au clair avec la personne qu'on va prendre pas beaucoup de temps avec elle, juste quelques minutes pour éclaircir certaines informations. Donc, non soit pour un suivi évaluation, mais soit pour confirmer certaines informations, par exemple la date où elle a accouché, est-ce qu'elle a, comment elle s'est pris pour, s'est passé pendant le Covid pour faire vacciner son enfant, etc. Quelles étaient les difficultés? Donc, juste quelques informations et voilà, sans pour autant mobiliser une personne dans une longue durée, parce qu'on sait que au niveau concentration, c'est très compliqué, et au niveau confidentialité, plus on va prendre du temps avec la personne, plus il y aura un billet de confidentialité, d'intimité, etc., d'anonymat. Donc, c'est cela que je conseillerais peut-être. D'accord. Merci, Timothée. On va laisser Elio renchérir sur cette question parce que j'ai vu sa main levée. Après, on va donner la parole à Aïdara et puis après à Oga. Donc, Aïdara, et Ah, Elio, Aïdara, puis Oga. Merci. Juste rapidement pour compléter ce que Timothée a dit, ça dépend du contexte en fait, Marius. Car dans notre contexte, c'est-à-dire qu'il y a déjà une étude avant notre intervention et cette étude-là a eu des informations sur le nombre, sur le numéro de téléphone des maires dans le site étude. Donc, c'était facile pour nous d'avoir ces numéros-là pour cibler les maires. Nous avons fait des tirages au sort ici, donc on a ciblé une vingtaine de maires, c'est ça? Et donc, je dirais ça dépend de la circonstance, ça dépend du contexte. Mais effectivement, en Chine, pendant la pandémie, COVID-19, il y a eu des enquêtes, effectivement, pendant la pandémie en 2020, et qui ont été publiées, mais c'est pas, la circonstance n'est pas la même ici, dans les pays du Sud et dans le pays du Nord. Internet, on peut faire aussi des entretiens par Internet via Zoom. Nous avons fait ça aussi dans le cadre de notre projet, mais ça dépend vraiment du contexte. Merci beaucoup.
Ok, merci pour ce partage d'expérience. Monsieur Aïdara, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai deux ou trois préoccupations rapidement. J'avais posé une au niveau de la discussion. La première, c'est relative à la saturation des données. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre technique pour qu'on chasse s'il faut arrêter l'entretien ou pas, à part la saturation des données? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, elle est relative à l'échantillon dans les études qualitatives. Quand on fait une étude qualitative, j'aimerais savoir quel est l'échantillon, le type d'échantillon ou l'échantillon idéal qu'il faut retenir pour une bonne étude qualitative. Et la troisième préoccupation, c'est relative au niveau de la grille d'analyse. Quand je regarde les travaux sur les études qualitatives, je n'arrive pas souvent à faire la distinction entre certains concepts qu'ils utilisent au niveau de la présentation des données, de l'analyse des données. C'est-à-dire, c'est le concept des rubriques. Quelle différence peut-on faire entre les concepts de rubriques, catégories ou sous-catégories et thèmes? Voilà, donc ce sont ces trois concepts-là qui sont des fois confus dans certains travaux que j'aimerais savoir une clarification. Merci beaucoup. Donc, merci Elio? beaucoup, Aïdara, pour ces trois questions. Première question, comment est-ce qu'il a d'autres techniques pour prendre une décision à part la saturation que c'est fini, on arrête? Effectivement, la saturation, d'abord, la définition de saturation, c'est-à-dire que par rapport à une information, à une thématique, à une pratique, ça dépend. Il n'y a plus d'autres pratiques possibles. Par exemple, je vais poser la question. Pour vous, qu'est-ce qu'on entend par ludisme? Je fais n'importe quoi. Donc, il y a des réponses. Avec une personne, on a une réponse. Avec d'autres personnes, on a une autre réponse. Et ainsi de suite, jusqu'à que les mêmes réponses reviennent. Juste pour vous dire que c'est vraiment un repère pour s'arrêter, en fait, en étude qualitative. Car il n'y a plus d'informations. Mais c'est là la rigueur. J'ai partagé ça avec vous, la référence de Jean-Pierre Olivier de Sarton qui compte, car il faut vraiment s'en assurer qu'effectivement, il n'y a plus d'informations, d'autres informations. Et c'est dans le temps qu'on peut savoir ça. Donc là, il y a deux approches possibles, l'étude qualitative et l'étude anthropologique. Avec une étude anthropologique dans un quartier plus ou moins petit, on peut avoir toutes les informations les plus détaillées possibles dans ce sens-là. Dans une étude qualitative, peut-être on n'a pas d'autres informations, mais c'est ce qu'on l'information qu'on peut avoir. Mais la saturation, en tout cas, c'est un repère pour dire qu'il faut arrêter l'information, la collecte d'informations. Échantillonnage, donc il n'y a pas d'échantillon fixe pour les études qualitatives. C'est en fonction de la saturation qu'on arrête de faire la collecte d'informations. Échantillonnage, ça revient quand même à une étude quantitative, c'est-à-dire avec les statistiques et tout ça. Quelquefois, on est en train d'influencer, il faut que vous fixez 40 personnes pour faire cet entretien, 50% pour faire cet entretien. Et ça, c'est au niveau de l'équipe qualitative anthropologique d'essayer d'expliquer l'importance. Je ne vais pas expliquer dans les détails ici. En fait, l'importance d'une étude qualitative ou une étude anthropologique, c'est pour donner plus de sens, en fait, aux chiffres collectés par l'équipe quantitative. Donc, pour vous dire, il n'y a pas d'échantillon fixe. Si on atteint la saturation, 20 entretiens sur la définition du paludisme, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus d'ordre, donc on arrête. Ça peut aller au-delà de 20, ça peut aller au 30, ça dépend en fait, et ça dépend des thématiques qu'on a abordées. Troisième question, la grille d'analyse. Il y a différents types, sous-catégories, thèmes, thématiques et tout cela. D'abord, une grille d'analyse, comme vous savez déjà, c'est une base de données. C'est vraiment une base de données. Si on fait dans un projet, par exemple, on a une grille d'analyse jusqu'à 200, 300 pages. Donc, la structure d'une grille d'analyse d'abord. Donc, la grille d'analyse est préparée à partir des canevas d'entretien. Dans les canevas d'entretien, il y a ce qu'on attend par thématique, sous-thématique, et pour chaque thématique, sous-thématique, il y a des questions. Donc, dans une grille d'analyse, il y a les thématiques données, et dans une thématique donnée, il y a les sous-thématiques. Mais dans les entretiens, on a toutes les informations sur la thématique, chaque sous-thématique, et on remplit dans ce sens-là. Et après, lorsqu'on a
des informations sur une sous-thématique donnée, par exemple, par 10 personnes ou 20 personnes. On fait ce qu'on attend par synthèse d'informations par ces 10 personnes. Ceci dit que il faut voir chaque entretien, il faut voir chaque thématique pour chaque personne, chaque sous-thématique pour chaque thématique. Il faut faire une synthèse. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a une grille vraiment développée qui nous sert de base de données pendant des années, hein. Mais c'est très important de le faire. Et c'est ça les différentes catégories. Thématique ou thème, c'est plus ou moins la même, mais le plus important que thématique, il y a des sous-thématiques. Donc, il y a plusieurs thématiques dans une grille d'analyse, et pour chaque thématique, il y a des sous-thématiques. Et pour chaque sous-thématique, il y a des questions posées pendant l'entretien. Ça peut être deux ou trois questions, ça peut être une question, mais il faut trouver toutes les réponses de toutes ces questions-là, et il faut remplir la sous-thématique par rapport à ces questions-là. Merci. Oui, merci Elio pour ces réponses. Monsieur Oga, on va vous donner la parole. Allô? Monsieur le modérateur, c'est plutôt madame, c'est pas Ah, monsieur. d'accord. Toutes mes excuses, mais c'est excuse, Madame Excuse Oga. acceptée. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos deux experts pour cette communication vraiment pertinente parce que c'est des difficultés auxquelles nous sommes confrontés tout le temps. Et j'ai deux préoccupations. La première, ça concerne la sollicitation d'interprètes au niveau des difficultés communicationnelles. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de l'expertise locale pour nous étudiants, par exemple, qui n'avons pas les moyens d'avoir un interprète formé, qualifié? Que pensez-vous de l'expertise locale? Et est-ce que vous pensez également que la sollicitation d'un expert dans ce domaine-là pourrait favoriser réellement l'ancrage au niveau du terrain? La deuxième préoccupation, ça concerne la prise de notes au moment des entretiens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas donner l'impression à l'interlocuteur d'être délaissé? Parce que moi, j'ai Ah, souvent cette difficulté, quand je prends note, le contact visuel est rompu. Donc, alors que moi quand je converse et que le contact n'y est pas, je ne suis pas en fait. Comment arriver à prendre note simultanément et puis à garder ce contact visuel, ne pas perdre le fil et puis mettre l'interlocuteur en confiance? Voilà, merci. ouais. Je vais répondre à la deuxième question et tu veux répondre à la première question. D'accord. Les deux. Oui. Donc, d'abord, bonjour Madame Oga. Merci beaucoup pour votre question. Donc, pour l'expertise locale en matière d'interprète, donc parfois c'est vrai qu'on on n'a pas le choix et on fait avec le moyen de bord. Mais dans ma présentation, j'ai spécifié si on n'a pas d'interprète expert ou d'interprète qui sait l'étude ou les thématiques, c'est mieux de tout d'abord d'essayer de former donc en amont le projet, de lui expliquer les thématiques en amont pour que la personne qui va interpréter, qui va vous servir de pont avec la personne interviewée, de bien lui expliquer le projet et de bien lui expliquer les mots-clés à utiliser, de bien lui expliquer quels mots il faut utiliser pour que la personne ne comprenne. Donc, il faut au départ, vous et cet interprète local, vous parler en amont, vous discutez, vous préparez les entretiens et si la personne a des questions sur la thématique, sur quels mots il faut employer, quel dialecte on va parler, etc. Donc, il faut une préparation en amont avec cette personne locale. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'interprète expert qui vient du ciel où tout le monde ne peut pas être expert, mais d'où la nécessité de vraiment préparer avec cette personne, mais pas de prendre une personne interprète locale dès qu'on arrive sur le terrain
On va parler avec les autorités et dire qui peut nous traduire. Euh, on va faire des entretiens, on cherche un interprète, on va quelqu'un qui va nous traduire mot à mot ce qu'on va parler. C'est là que ça va créer des billets, non seulement en matière de compréhension, mais ça va créer des billets dans les questions, dans les réponses, etc. Et je pense que ça va Juste pour l'explication, l'interprète, en fait, nous avons ici à l'équipe ça, c'est une définition, ce qu'on entend par interprète. D'abord, la première définition, cette personne peut faire ce qu'on entend par interprète, c'est-à-dire que nous avons un étranger avec nous, donc on fait l'entretien et cette personne entre entre les deux pour faire l'interprétariat. Mais l'interprète aussi, ça peut être la personne qui fait la transcription et la traduction. Donc, c'est juste une définition hein, pour nous et c'est important. Mais ça, c'est une précision pour répondre à votre question. C'est-à-dire que si on doit faire un entretien et on doit prendre des notes, comment on va faire pour ne pas laisser l'interlocuteur, c'est-à-dire le contact visuel? Effectivement, ça dépend, mais nous avons ici à l'équipe SAS une technique pour mettre en place pour éviter justement dans ce sens-là. C'est que souvent, ça dépend de la personne qui fait l'entretien, mais souvent, on travaille en binôme, en fait. C'est-à-dire que le binôme, l'autre, parce qu'on attend par modérateur, c'est cette personne qui pose les questions, et qui garde le contact visuel avec la personne. Et le deuxième personne, on définit ça comme un observateur et qui prend note si nécessaire. Et surtout, si la personne a refusé, et ça, nous avons déjà eu cette expérience, refusé l'utilisation d'enregistrement. Donc, il y a cette personne-là. Ça, c'est le plus utilisé. Mais ça peut être aussi, par exemple, moi-même, lorsque je fais un entretien, ce peut que c'est moi seul qui fais l'entretien. Effectivement, il faut garder visuellement. Heureusement, s'il y a un dictaphone, donc je reste vraiment concentré et je regarde la personne. Donc, je discute, il y a une conversation. Malheureusement, s'il n'y a pas de dictaphone, je dois prendre des notes. Mais il y a plusieurs techniques possibles et ça dépend de la personne. Peut-être je peux prendre une note comme ça, en restant le nez dans le document, mais ça, c'est pas bien du tout. Donc, quelquefois, ce que je essaie de faire, c'est que je prends des points, des notes, des notes, des notes, des notes, et après, je compléterai cette note-là lorsque l'entretien sera terminé. Et ça fait aussi, ça peut se faire aussi pour les observations participantes. C'est une autre technique que je ne peux pas développer ici, mais ça, c'est une technique. Mais pour éviter tout ça, et surtout avec notre équipe qui sont là encore, on utilise le binôme pour faciliter. Euh, ju- juste pour ajouter ce que Elio vient de dire, euh, donc c'est une expérience personnelle et je t'ai quand même le partager. Après, chacun a sa méthode, chacun a sa technique de la prise de notes. Et moi, parfois, dès que je commence à comprendre les différentes thématiques que je vais aborder à partir du troisième, quatrième, cinquième entretien, je prépare en amont. Donc, il y a toujours la préparation. J'écris dans mon cahier donc les différentes thématiques en laissant de la place pour chaque thématique et sous-thématique. Et au fur et à mesure des entretiens, je complète, ne pas en faisant des grandes phrases, mais juste par des mots-clés ou des mots-clés, non seulement pour m'aider à faire des relances et en même temps de garder le contact visuel avec la personne. Même si j'écris, je reste que quelques secondes, la tête baissée, pour non seulement relancer, mais tout de suite avoir les informations pour chaque thématique. Donc, ça, c'est vraiment une technique, si on maîtrise bien notre thématique, c'est de tout de suite donner les mots-clés, par exemple. Qu'est-ce qu'elle pense du paludisme? Donc, par exemple, le paludisme, maladie, transmissible, moustique, etc. Seulement des brèves de mots avec lesquels on va non seulement relancer, mais aussi ne pas trop garder la tête basse. Donc, c'est une des choses qu'on peut faire, c'est de vraiment préparer en amont nos entretiens euh, par les thématiques et les compléter au fur et à mesure. Voilà. Merci, Timothée.
Il y a M. Cyril qui a levé la main. Avant de lui passer la parole, je vais lire une préoccupation de M. Oumarou Bassir. Il demande comment faire quand on rencontre un interlocuteur qui veut trop parler. Donc, comment est-ce qu'il faut se comporter lors d'une enquête quand on a affaire à un interlocuteur qui veut trop parler ou bien qui parle trop? Donc, c'est la première des préoccupations. On va essayer de prendre la dernière préoccupation comme nous sommes déjà très avancés dans le temps. Donc, on va passer la parole à M. Cyril Basséné. Monsieur Oui, Cyril, vous avez la parole. merci beaucoup, Monsieur Timothée. Je remercie l'ensemble des panélistes. Donc, c'est une thématique très intéressante, donc qui nous permet d'avoir un peu une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on nous a enseigné en amphi. Voilà, donc j'avais juste quelques partages d'expérience qui vont me servir de questions. Donc, la première, et c'est Oga même qui m'a inspiré, hein. Donc, par rapport à la question de l'interprète. Donc, quelle place accorder aussi au langage local des enquêtés? Parce que j'ai eu à faire des entretiens donc, sur une thématique relative aux usages détournés des médicaments psychotropes. Et quand j'ai utilisé les termes éthiques, hein, les termes de la médecine, les cibles, en réalité, ils essayaient de nier qu'ils ne détournent pas ces médicaments. Donc, ils m'ont dit clairement qu'il fallait utiliser, par exemple, des termes locaux comme pion, etc., voilà, pour pouvoir qu'on puisse te faire confiance. Donc là, j'ai compris par là que il y a peut-être lieu de prendre en compte ce qu'on appelle la culture locale ou bien les catégories émiques, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un partage d'expérience. Maintenant, l'autre élément, c'est une question. Donc, parce que vous avez évoqué la saturation, que quand on n'a plus de nouvelles données, etc. Mais ce que j'aimerais savoir, comment arriver à cette saturation, justement? Est-ce qu'il suffit, par exemple, donc supposons que je suis dans une étude sur la santé, je sais bien qu'il y a des sages-femmes, il y a des femmes qui sont en état de grossesse, etc. Donc, est-ce que je peux me limiter uniquement sur les femmes en état de grossesse euh, pour dire que j'ai la saturation? Ou bien faudrait-il prendre en compte ce qu'on appelle la triangulation, la diversification des cibles pour arriver à la saturation? Ou bien il suffit juste de faire que des entretiens avec une catégorie de cibles et que j'ai plus de données et que je dis que j'ai la saturation. Voilà, je voulais une précision à ce niveau. Merci. Donc, merci beaucoup pour le partage d'expérience. Effectivement, ce point de vue MX c'est très important. Pour la question, comment on peut arriver à la saturation en on se contente d'une seule technique où on doit trianguler les informations? À mon sens, ça, c'est mon point de vue personnel. C'est qu'il faut trianguler les informations, les sources d'informations. C'est-à-dire qu'avec l'entretien semi-directif, là, on a parlé que l'entretien semi-directif, mais effectivement, il y a d'autres techniques, mais c'est mieux d'utiliser d'autres techniques pour pouvoir vraiment affirmer et confirmer les informations et pour pouvoir les croiser. J'ai évoqué à un moment donné, effectivement, il y a plusieurs types, en fait, d'interlocuteurs. Ce que Olivier de Sarpon a évoqué, ce qu'on entend par interlocuteur stratégique, ce sont les personnes concernées directement par la thématique de votre étude. Donc, ça dépend de la thématique de votre étude ou ça dépend de la question de recherche de votre étude. À partir de ce point de vue-là, qu'à partir de ces points-là, qu'on doit cibler qui dois-je interviewer, qui dois-je cibler. Je vais prendre un exemple sur ce qu'on entend par la vaccination des enfants de moins de 3 ans dans un quartier donné. Donc, c'est clair que là, il y a deux vaccinations. Qui sont les acteurs de la vaccination? Agent vaccinateur, le médecin du quartier, un infirmier, par exemple. Dans un quartier donné, je vous dis, les enfants de moins de 3 ans. Donc, c'est difficile d'interroger les enfants de moins de 3 ans. Donc, ce sont les mères, en général, ce sont les mères qui sont responsables de la santé de son enfant, a priori, mais moi aussi, j'ai des doutes là-dessus. Mais... Donc, il faut associer les mères. Donc, la mère, les soignants qui sont aussi impliqués dans tout ça. Ça peut être aussi des médecins ou des soignants hors biomédical. Il y a des praticiennes, par exemple, ça existe, qui peuvent jouer un rôle important sur la vaccination. Donc, autour de la vaccination. Ça, c'est ce qu'on entend par les personnes stratégiques. Mais il y a les personnes, comme j'avais expliqué dans la présentation, des personnes invisibles qui peuvent donner des informations sur la vaccination de l'enfant
Et ces personnes invisibles n'ont pas été sues en avant d'entrer dans le terrain. On ne sait pas, on ne sait rien sur ces personnes invisibles. Mais lorsqu'on a discuté avec tout le monde, avec les informateurs clés, on a entendu parler que, ah, c'est le gardien de l'hôpital qui fait ça, qui accompagne l'agent vaccinateur pendant les campagnes. Donc, dans ce cas-là, le gardien, c'est un gardien, mais qui n'a rien à voir avec la santé d'un enfant, peut avoir des informations sur la pratique et sur la mise en œuvre de la vaccination, c'est surtout dans les campagnes, que ce soit avancées ou mobiles et tout cela. Donc, dans ce cas-là, le gardien, là, devient un interlocuteur privilégié, mais il fait partie de ce qu'on entend par interlocuteur invisible, car un gardien, a priori, ne devrait pas avoir un rôle important sur la santé d'un enfant de moins de 3 ans ou sur la vaccination d'un enfant de moins de 3 ans. Et j'espère que j'ai pu vous répondre. Euh, Donc, je vais juste parler de- Oui, il y ce a qui une concerne les question qui avait interprètes été posée. Oui, il y a une ouais. question qui avait été posée aussi dans dans le le chat. chat. Oui, je Oui, vais oui. répondre. D'accord, ok. Tout d'abord, en ce qui concerne les interprètes au niveau local, surtout dans l'utilisation des dialectes, etc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, parfois, la première chose à faire, c'est d'essayer de s'imprégner du contexte local, de vraiment connaître le contexte local, de vraiment connaître les dialectes, des mots-clés qu'on va utiliser dans un premier temps, mais aussi essayer de simplifier le plus possible nos questions euh, par rapport à ce qu'on veut savoir et d'utiliser, d'où la connaissance du contexte, d'utiliser les mots euh, clés, le verbatim des personnes, comment la personne évoque le paludisme, quels mots ils utilisent, donc utiliser ce mot. Donc ça, c'est la connaissance du contexte qui permet de savoir ça. Et ensuite, en ce qui concerne comment faire quand on rencontre un interlocuteur qui veut trop parler, tout d'abord, merci beaucoup pour votre question, Yaya Omarou Bachir. Donc, bien entendu, je pense que en tant que chercheur, on a toujours été confronté à ça. Parfois, la personne veut donner trop d'informations, veut parler de sa vie. Parfois, c'est hors sujet, hors contexte. Mais la première chose à faire, c'est de ne pas couper la personne quand elle parle, c'est de lui laisser le temps de bien argumenter, de bien évoquer ce qu'elle entend par notre discussion. Mm. Mais parfois, cela est causé parce que soit la personne ne comprend pas euh, notre question, donc elle va évoquer autre chose. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut relancer la personne, le cadrer, faire revenir dans notre thématique en posant une question claire et simple sur cette thématique et essayer de trouver cette réponse. Voilà. Juste pour compléter rapidement ce que Timothée a dit, effectivement, c'est savoir, c'est une subtilité, hein, pendant une conversation, de ramener gentiment la personne à, à- à la discussion. Ça peut se faire. Mais aussi, hein, si on a le temps nécessaire, il n'y a pas de mal de l'écouter. Et il se peut qu'à un moment donné, ce qu'il raconte là, ça peut nous aider. Car s'il raconte son histoire personnelle, ceci dit qu'il a confiance quand même, et il a cette interaction, cette mise en confiance entre les deux, et on peut reprendre l'entretien à un moment donné. Mais ça, c'est ça, ce sont les adaptations, en fait, sur le terrain, en fonction du temps imparti qu'on a. Mais ça existe. Il faut perdre du temps pour qu'on puisse vraiment avoir du temps pour avoir les informations. Mais ça fait partie, effectivement. Sinon, on fera ce que Olivier de Sardon a dit, extraction minière, c'est-à-dire que non, non, non,
Je m'intéresse tout simplement à la vaccination. Est-ce que vous pouvez revenir à la vaccination? Mais on écoute tout simplement à un moment donné. Ça, c'est une extraction, c'est une forme d'extraction minière. C'est ça le mot, je mets entre guillemets. C'est-à-dire que je m'intéresse tout simplement à des informations de mathématiques et je ne veux pas en entendre parler de. Donc, il faut faire très attention, mais ça peut causer des frustrations à un moment donné. Mais il faut bien faire très attention. Merci beaucoup. Merci à Timothée, merci à Elio. Au revoir. Merci beaucoup à tout Au le revoir. monde. Merci beaucoup à Marius pour cette présentation. Merci, c'était Merci, au intéressant. revoir. Au revoir. Merci.